Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette session sur les artothèques. Donc on entendra Juliette Lavie, qui est docteur en histoire de l'art contemporain, spécialiste de l'histoire de la photographie. Elle a enseigné l'histoire de l'art dans différentes universités et a été postdoctorante au LABEX CAP, Création Art Patrimoine de Paris 1. Elle est donc spécialiste de l'histoire de la photographie et particulièrement de la mise en récit de la photographie. Elle a obtenu le prix de la bourse de la Fondation Louis Roederer pour la photographie de la Bibliothèque nationale avec un projet intitulé « La photographie à la télévision, Chambre noire 1964-1969 », une émission de l'ORTF. Elle est depuis 2021 chercheuse au laboratoire IXA de Paris 1, où elle a confondé avec Arnaud Bertinet, ici présent, l'équipe ARP, Artothèque Recherche Patrimoine. Elle est co-autrice du projet sur les artothèques publiques françaises et leurs collections 1982-2022, qui a été sélectionné en 2022 par l'ANR, donc l'Agence nationale de recherche. Elle est depuis 2023 chef de ce projet et elle va vous en parler dans quelques instants. Arnaud Bertinet, lui, est maître de conférences en histoire de l'art et du patrimoine à l'Université Paris 1, également membre du laboratoire IXA, dont il dirige l'axe patrimoine-patrimonialisation. Ses recherches portent sur l'histoire des musées, l'histoire du patrimoine dans une optique culturelle et sociale, avec une attention particulière à l'histoire des institutions culturelles sous le Second Empire. Sa thèse a d'ailleurs été publiée en 2015 sous le titre « Les musées de Napoléon III, une institution pour les arts » chez Marais-Martin. Il a également dirigé un ouvrage qui s'intitule « Des musées de Metz à la Cour d'Or, histoire des collections, reflet d'un territoire », paru chez Snook Éditions en 2018, ainsi que différents numéros de revue. Il s'intéresse particulièrement donc à l'histoire des artothèques publiques françaises et leur collection, 1982-2022, et s'intéresse pour ce projet au processus de patrimonialisation, et pour ses autres projets d'ailleurs, au processus de patrimonialisation dans leur dimension sociale et culturelle, comme l'étude du profil et des activités des acteurs du monde culturel depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Je vous laisse la parole. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de venir nous écouter. Un projet de recherche et vous verrez, on le mettra en perspective. Il est tout juste lancé. Donc il ne faut pas attendre ici des conclusions déjà abouties autour de ce sujet. Et l'idée, c'est aussi qu'on crée un dialogue, donc il ne faudra pas hésiter vraiment si vous avez des questions ou des demandes de précision par rapport à cette présentation. Donc le projet ARP pour Artothèque Recherche Patrimoine a pour objectif donc cette étude de l'histoire des artothèques publiques françaises et de leurs collections avec cette fourchette chronologique 1982-2022. C'était l'idée aussi d'avoir 40 ans d'histoire de collection. Et donc pour mener à bien cette étude, on a réussi à obtenir un financement de l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est l'agence qui est chargée de donner de l'argent pour des recherches sur projet. Et donc dans le cadre de l'appel à projet générique 2022 et du Conseil 27, études du passé, patrimoine, culture, c'est des éléments désormais obligatoires quand on présente un projet de recherche. On doit expliquer ces éléments-là puisque c'est eux qui nous financent. Et donc c'est un projet qui a été déposé durant l'année universitaire 2021-2022, mais qui nous occupait depuis quelques années avant. Et on a obtenu en fait un financement public d'un peu plus de 500 000 € sur 4 ans pour travailler sur l'histoire des artothèques. Donc c'est une somme qui est importante en histoire de l'art. On a rarement des projets financés à cette hauteur-là. Et pourquoi on a été financé? Sans doute parce que ce projet démontre non seulement que l'histoire de l'art peut être soutenue, mais mérite d'être soutenue dans le cadre des nouveaux modes de financement de la recherche, parce qu'elle permet d'interroger des sujets qui jusqu'à présent n'avaient jamais été traités ou étudiés. Donc le projet a officiellement débuté en 2023. Il est rattaché donc à l'IXA, donc qui est le laboratoire du département d'histoire de l'art
de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dirigé par Pierre Watt, et je suis le porteur de ce projet officiellement pour l'ANR. Toutefois, c'est un projet qui est un projet collectif, donc Juliette va vous en parler aussi, et c'est aussi un projet sur lequel on s'appuie sur un certain nombre de soutiens d'institutions qui nous aident à le mettre en place, et sans ces institutions, ce projet n'aurait jamais existé. La première d'entre elles, c'est l'ADRA, c'est ce logo Artothèque que vous voyez sur la présentation, qui est l'association de développement et de recherche sur les artothèques, qui nous a soutenus dès le démarrage, en fait, en nous commandant un premier texte sur l'histoire des artothèques. Et c'est une association qui réunit les artothèques françaises, une grande partie des artothèques françaises, et qui a mis en fait son réseau à notre disposition, et qui nous a permis en fait de contacter, de rencontrer les artothèques dans les meilleures conditions possibles. L'autre partenaire institutionnel très important pour nous, c'est le CNAP, qui s'est mobilisé, qui s'est engagé dès notre première journée d'études, en fait, en septembre 2021. Béatrice Salmon et Aude Baudet, en fait, ont toujours porté un regard extrêmement bienveillant, incontournable sur le projet qui a été choisi au titre des priorités nationales de l'État, en fait, dans le cadre de l'appel à projet ANR. Et puis il y a le comité national de l'estampe avec Philippe Sénéchal aussi, sachant que les nouvelles de l'estampe, dans leur numéro 268, ont publié un article de Juliette absolument fondamental sur l'histoire de l'artothèque de Grand Place à Grenoble et son développement à l'échelle nationale ensuite. Toutes ces personnes ont intégré le conseil scientifique de notre projet pour nous permettre de réfléchir, de penser ce projet. Et puis, on a ajouté un certain nombre aussi de professionnels de la culture, des conservateurs de DRAC, en DRAC, des membres des artothèques. Et le projet maintenant lancé, en fait, on a bien conscience de l'importance qu'ils ont pour nous au quotidien. Enfin, c'est le dernier partenaire institutionnel qui est extrêmement important pour nous, c'est le soutien en fait, des services numériques de la recherche de l'Institut national d'histoire de l'art et du laboratoire INVISU, du CNRS, puisque grâce à Bull Tuil-Leonetti, qui est ingénieur de recherche au sein d'INVISU, et grâce à sa compétence et à son aide, on a pu mettre en place une base de données sous OMEKS, donc il y a un logiciel gratuit qui répond au principe de la science ouverte et qui est hébergé par Agora, donc qui est le portail de référence pour le numérique de l'INHA. Donc tous ces partenaires nous permettent de lancer, développer ce projet, projet fondamental pour l'histoire de la création des collections en France, pour l'histoire des institutions, des politiques culturelles, pour l'histoire des artistes, des galeristes, des acteurs culturels, et donc avec l'objectif de collecter pour la première fois à l'échelle nationale des informations relatives aux collections des artothèques et à leur histoire, et d'interroger ce dispositif. Mais qu'est-ce qu'une artothèque ? Ça, c'est la vraie question. L'objet de cette étude dont nous parlons maintenant depuis quelques minutes et qui pour beaucoup reste ce que j'appelle un objet artistique non identifié. Et pour cela, je vais laisser la parole à Juliette, qui est l'inventrice de ce très beau projet. Merci Arnaud. Alors je vais revenir effectivement sur ce qu'est une artothèque et quelles en sont les missions et avec quels objets en fait elles mettent en œuvre ces missions au quotidien. Donc je vais revenir comme ça au titre que nous avons choisi, qui a été longtemps en fait débattu entre faire connaître ces artothèques, comment en fait en rendre compte, si ce n'est de façon très simple, indiquer quel est l'objet, donc l'artothèque publique, car elle est financée par des subventions publiques. Elle est souvent gérée, et je vous le dirai à d'autres moments, par des organismes associatifs françaises, car on se limite au cas français, alors que l'artothèque est un système, un établissement culturel de prêt, on va dire à l'échelle européenne, même internationale. Il existe dans d'autres pays des systèmes équivalents qui ne portent pas forcément le même nom. On parle de Art Rent Library aux États-Unis, ou sinon de graphothèque ou de pinacothèque en Allemagne. Ensuite, l'objet de notre étude était certes de comprendre ce qu'était cet établissement culturel, mais aussi de l'analyser sous un angle qui ne l'avait jamais été, c'est-à-dire le soutien à la création par l'acquisition d'œuvres d'art contemporains. C'est-à-dire de faire en sorte que de faire collection dans ces lieux était destiné à soutenir la production des ateliers, vous allez comprendre pour quelles raisons les ateliers, et la création des artistes contemporains.
Voilà. Donc, après, il y a une chronologie qui est associée à ce titre, 1982-2022, mais elle la dépasse en fait, cette étude, puisqu'aujourd'hui encore ces actothèques sont actives, et donc on est en 2024, et elles constituent encore des collections aujourd'hui. Donc le projet est amené à s'enrichir toujours plus par l'acquisition de ces collections par ces établissements. Et en fait, elle la précède également, parce qu'en 82, en fait, c'est un système qui devient, on va dire, national, et qu'avant cette date de 82, des expériences, on va dire, pilotes avaient été menées ailleurs en France. Donc, qu'est-ce qu'une artothèque? Je vous l'ai déjà dit un petit peu, c'est un établissement, une institution culturelle dont la mission est de pratiquer le prêt d'œuvres d'art aux particuliers et aux collectivités. C'est-à-dire que, comme les bibliothèques, elles ont pour vocation de permettre le prêt, un prêt qui permet à celui qui vient emprunter d'avoir chez soi une œuvre d'art originale. C'est-à-dire de pouvoir sélectionner dans un catalogue mis à disposition de l'emprunteur au sein souvent d'une bibliothèque, mais aussi parfois d'un centre d'art, d'un musée, d'un centre culturel, un ensemble de productions sélectionnées par le responsable de l'établissement ou sinon tout un comité d'acquisition dans lequel parfois il y a le conseiller artistique de la DRAC, des critiques d'art, une collection qui va avoir pour vocation de circuler au sein des foyers. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que le grand public vive en contact avec les œuvres. Essayer de déjouer le système marchand entre l'artiste, le marchand, le collectionneur, celui qui serait privilégié pour rentrer en contact avec la création contemporaine. Parce que ça ne désigne effectivement que des lieux qui permettent l'acquisition d'une œuvre en prêt d'art contemporain, pas d'art ancien, pas d'art de reproduction, mais vraiment un art original. Donc l'objectif, c'est d'avoir comme ça un service de prêt. Ce système, comme je vous l'ai dit, mis en place en 82 de façon un peu systématique à l'échelle nationale. Et c'est le ministère de la Culture de Jack Lang qui va avoir l'idée de le mettre en place. De le mettre en place à cette échelle, en fait, de faire en sorte que des communes de moyenne importance, par exemple des communes comme Vitré, Angers, se saisissent de ce dispositif pour mettre en place au sein de leur commune un lieu d'emprunt d'œuvres d'art. Donc ce ministère va financer, grâce à des subventions qui sont réalisées dans le cadre d'une politique culturelle, de développement culturel, de décentralisation en fait. Donc il y a un service qui est créé au sein du ministère qui s'appelle développement culturel. Ce n'est pas juste une formule qu'on aurait utilisée pour parler de cette décentralisation. Ce développement culturel va proposer des subventions aux villes pour créer ces artothèques, en complément d'un autre système d'acquisition d'œuvres d'art contemporain qui a été mis en place en 82, c'est-à-dire les FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain. Donc le Fonds régional d'art contemporain a pour vocation, dans chaque région, à acquérir des œuvres d'art, alors uniques ou multiples, pour constituer ce fonds. Et en complément, le ministère va décider que les villes auront la vocation de faire la même chose, c'est-à-dire de constituer des fonds d'art contemporain, mais avec une dimension un peu singulière, c'est-à-dire qu'il ne sera pas question d'avoir des œuvres uniques, mais des œuvres multiples, c'est-à-dire des œuvres, des estampes et de la photographie, qui auront pour vocation à être diffusées, comme je vous l'ai dit, auprès des particuliers essentiellement. Donc l'objectif, c'est de créer une sorte de petite structure en complément des FRAC pour faire en sorte de soutenir la création contemporaine. Et une certaine sorte de création contemporaine, c'est-à-dire celle qui fait vivre tout un écosystème artistique et culturel, c'est-à-dire les ateliers d'édition d'art, donc les graveurs, les imprimeurs, mais aussi finalement soutenir des savoir-faire. C'est des savoir-faire qui étaient en perte de vitesse, des ateliers qui avaient du mal à subvenir à leurs besoins. Et donc c'était un moyen de ressoutenir, de favoriser leur expansion en indiquant à des artistes d'art contemporain qu'ils pouvaient se ressaisir de ces médiums, notamment les estampes, pour produire. Donc l'objectif, c'était tout cet écosystème, le faire vivre,
De faire en sorte qu'on décentralise aussi les institutions culturelles, c'était quand même l'ADN du ministère de la Culture de Jacques Lang, et puis de donner accès à l'art contemporain pour tous, qui a été une vocation, c'est de désenclaver les territoires. On l'a fait aussi avec la lecture publique, et c'est comme une sorte de correspondance à la lecture publique que ces artothèques. Donc, afin de répondre à ces objectifs, le ministère a doté, entre 82 et 86, les communes sélectionnées d'une subvention à peu près de 200 000 francs. Donc aujourd'hui, ça paraît très peu, mais à l'époque, on pouvait quand même constituer un fonds initial avec 200 000 francs qui comprenait l'encadrement d'à peu près entre 200 et 300 œuvres sous autant de l'estampes produites par des artistes contemporains du style de, par exemple, Soulage, Hartung, Morlaix, voilà. On peut mettre la prochaine image, comme ça vous aurez une vision de à quoi ressemblent ces lieux. Donc celle de gauche, c'est l'Artothèque de Lyon de 84. Donc l'image est celle de l'Artothèque telle qu'elle a été construite en 84 avec les financements publics. Aujourd'hui, elle est à la Pardieu, donc dans une grande bibliothèque municipale. Et l'image de l'Artothèque de Vitré est une image dite actuelle, puisque c'est l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Elle a été avant dans un centre culturel, elle a beaucoup bougé au sein de la communauté de Vitré. Oui. Donc je vous disais qu'ils donnaient une subvention de 200 000 francs pour constituer un fonds initial d'œuvres d'art contemporain orienté vers le multiple. Et en retour, les communes s'engageaient à développer leur fonds et à assurer leur mission. Donc la mission, les missions principales, c'est donc le soutien à la création, des fois la production d'œuvres d'art en étant éditeur elle-même. Ensuite, c'est tout ce qui est pédagogique avec des missions de médiation et de diffusion des œuvres d'art. Alors, comment constituer ce fonds? L'État a l'idée de créer des structures donc, de qualité et a pour objectif d'orienter les acquisitions. On pourrait croire aujourd'hui que ça avait uniquement une intention d'officialisation, créer un art officiel en sélectionnant des artistes. Je pense qu'on peut aussi considérer que c'était l'objectif principal, c'était de créer une culture commune sur l'ensemble des territoires. La France a cet objectif, depuis le 19e siècle, je dirais, de faire en sorte que dans chaque région, chaque citoyen ait accès à la même formation avec l'école, à la même donc instruction, à la même accès à la culture. Donc créer des listes, c'était s'assurer qu'à l'échelle du territoire, ces artothèques rendraient compte de la création contemporaine, une création de qualité sélectionnée par un personnel compétent. Donc c'est le ministère avec, pour les estampes, la Bibliothèque nationale qui choisit les noms des artistes sélectionnés. Donc c'est des artistes peintres qui se saisissent de l'estampe pour produire. À ce titre, on peut considérer que Soulage est cet exemple même de cet artiste qui se saisit de l'estampe depuis l'après-guerre pour concevoir des œuvres d'art. Donc ce sont cette catégorie d'artistes qui sont sélectionnés. On peut en voir, vous avez peut-être vu l'exposition sur Gilles Ayot au centre à Pompidou il y a très peu de temps. Donc Ayot est un artiste priorisé par l'État pour constituer une partie des collections des artothèques, ou même Soulage, je vous l'ai dit. À côté de cette liste, il y a aussi une liste d'artistes de la photographie, puisque la photographie est considérée comme un art dit multiple. Et donc dans cette liste, qui est ici dressée, on retrouve des figures majeures de la photographie des années 70-80, notamment John Batto et Arnaud Claes. On reviendra sur ces œuvres. Donc, le fonds devait être constitué à partir de ces listes à 50%. Faire en sorte que la collection ait cette coloration, on va dire, cette harmonisation à l'échelle du territoire. Et puis, en dehors de ces listes, il y a le désir de soutenir la création dans chaque territoire. Donc l'objectif, c'est 50% des autres artistes viendront du territoire et donc rendront compte de la création dans chaque région. Et dans ces régions, on va favoriser le soutien à la jeune création, ceux qui sortent des écoles des beaux-arts. À ce titre, on peut dire que la région, par exemple, de Nantes, qui a eu son artothèque, mais aussi on va élargir à la Bretagne, il y a des artistes comme Philippe Cogniet qui ont eu leurs premières acquisitions dans leur jeunesse en artothèque, notamment celle de Nantes, celle d'Angers.
ont acquis Philippe Cogniet très tôt, sorti de l'École des Beaux-Arts de Nantes, ou même aussi Pierrick Nau, qui fait partie de ces artistes dits du territoire, qui aujourd'hui, l'un et l'autre, ne peuvent plus être considérés comme des artistes de territoire. Ce sont des artistes qui, dans les années 80, étaient émergents, et qui aujourd'hui sont des artistes nationaux, voire internationaux. Et donc, ces artothèques ont participé ont fait des paris sur l'avenir et ont participé à la carrière de ces artistes en leur faisant leurs premières acquisitions. Ensuite, ces artothèques ont toujours souhaité élargir leur collection, non pas uniquement à la création nationale, voire du territoire, en introduisant, pour faire en sorte aussi d'être attractives, des artistes de renom internationaux, avec des artistes américains comme Andy Warhol ou Gina Pan. Donc, on a souvent la croyance que les artothèques proposeraient au grand public un art local, un art, on va dire, de second ordre. Et en fait, quand on se plonge dans ces collections, on se rend compte que c'est tout autre chose. C'est un art, certes national, territorial, mais c'est aussi un art représentatif de l'ensemble des tendances de la création artistique depuis 1945, dans toute cette diversité et dans toutes ces possibles. Parce que les budgets d'acquisition sont peut-être assez réduits, mais on va dire l'ingéniosité de ces établissements est de faire en sorte de mettre en place des résidences avec des artistes internationaux. Je pense par exemple à Caen et Joan Mitchell qui est venue en Normandie, et l'Artothèque de Caen a acquis une œuvre de Joan Mitchell à cette occasion. Donc essayer de se servir de son réseau marchand, son réseau aussi, on va dire, presque liés à leur bienveillance, d'artistes qui viennent faire des dons en fait, dans ces établissements, ayant conscience de l'importance de leur mission de faire connaître la création artistique à tous. Donc, l'objectif, c'est de rendre compte de cette création, et ça a toujours été les fondements de ces établissements. Des établissements, je voulais vous montrer quand même qu'ils ont pour origine des projets antérieurs qui avaient des fonctions un peu différentes, puisque l'Artothèque a une collection en propre, intégralement 100%, ces artothèques que nous étudions, artothèques publiques, elles ont leur collection, elles ont constitué, et ce sont des œuvres dites inaliénables. On ne peut pas les sortir de l'exposition et de les vendre. Alors qu'à l'origine, l'Artothèque en France s'est développée dans une structure qui est les Maisons de la Culture. La Maison de la Culture du Havre, puis celle de Grenoble en 68, et on a surtout des témoignages de l'Artothèque ou de la galerie de prêt de la Maison de la Culture de Grenoble. Et en fait, il y avait un double système, la mise en place d'un dépôt-vente, et les artistes et les galeries déposaient leurs œuvres, qui étaient, comme vous le voyez là, en fait, des œuvres, ça pouvait être de la sculpture, de la peinture, des arts dits multiples. Mais en fait, l'objectif, c'était de faire de la location pour, in fine, vendre les œuvres. Et ils ont décidé progressivement de mettre en place l'acquisition d'un fonds. Très vite, on s'est rendu compte que ce système-là était compliqué, puisque les galeries n'avaient pas véritablement d'intérêt à déposer les œuvres, et finalement, l'Artothèque ou la galerie de prêt n'avait pas une collection suffisante à mettre en prêt. Et il y avait beaucoup de problèmes aussi en termes de médium, c'est-à-dire faire circuler une sculpture, c'est beaucoup de risques en fait. Donc rapidement, on a développé un autre modèle à Grenoble, qui est celle de la collection, et de la collection telle que je vous l'ai indiqué, des œuvres multiples. Et ça s'est passé en bibliothèque, à Grand Place, en 1976. Ce qui est intéressant, c'est cette bibliothèque Grand Place. Une bibliothèque, c'est la première médiathèque publique de France, qui proposait à la fois une discothèque, une vidéothèque et une artothèque au sein de la bibliothèque. C'était des nouveaux modèles, et l'objectif aussi, c'était de l'inscrire dans un lieu un peu singulier, c'était un centre commercial. C'était de faire en sorte que, justement, la culture soit décloisonnée, soit accessible à tous. Et donc, ça va être ce modèle que le ministère de la Culture va reprendre en 82, celui de la bibliothèque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous connaissez les artothèques, il y en a beaucoup en bibliothèque, parce qu'on a estimé que le prêt était l'ADN de ces lieux. Alors que ceux en centre d'art vont avoir comme ADN le réseau de l'art contemporain et l'exposition, etc. Donc chacune vont avoir on va dire, identités singulières. Alors très rapidement, je vous montre quels sont les lieux qui ont développé le désir de créer une artothèque à partir de ce modèle de Grand Place. Et on voit que l'objectif de l'État, au moment du financement en 82, c'est d'aller partout sur le territoire. Donc là, il y a 29 villes
29 villes qui ont choisi à partir de 82 jusqu'en 86 de profiter des subventions. Donc on va de Angers à Brest, en passant par Mulhouse, en allant à Miramas. En fait, on a une grande partie du territoire qui est concernée par ce développement des artothèques. On voit que ce sont, certes, il y a des grandes villes comme Lyon, Toulouse, mais il y a aussi des villes moyennes, comme Saint-Brieuc ou Valence, Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon. On voit aussi qu'il y a une prédominance du développement de ces artothèques dans la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire la région où Grenoble a fait exemple, en fait, qui a servi dans le territoire, dans son territoire. Ensuite, ces artothèques ont des histoires particulières selon les lieux dans lesquels elles ont été implantées. Et puis, chose importante, c'est que toutes ces villes aujourd'hui ne disposent plus d'artothèques. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fermé. J'en ai pris quelques exemples, car nous faisons des recherches en archives et nous allons dans les établissements pour réunir toute la documentation qui nous permettra d'écrire une histoire de ces établissements, de leur soutien à la création, et de rendre compte également, on l'a déjà mentionné avec une base de données, la diversité des collections qu'elles réunissent, essayer de pouvoir documenter et comprendre cette collection. Donc beaucoup de lieux ont fermé, Arles, Toulouse, Montpellier a fermé, Saint-Brieuc, Mulhouse, le service, c'est l'endroit où on voit le directeur de la bibliothèque manipuler les estampes, le service est suspendu. Voilà. Donc il y a des lieux qui sont en train de re-questionner cette collection à un moment où le ministère de la Culture se réempare du sujet actuellement, savoir que faire de ces œuvres qui restent en réserve. Donc ensuite, étonnamment, au moment où certaines ont fermé, d'autres se sont ouvertes. Donc c'est toujours en fait des histoires un peu singulières, c'est-à-dire que chaque municipalité, comment elle s'investit dans le soutien à la création. Donc je vous ai mis le cas de Villeurbanne en 88 et en 98 à La Roche-sur-Yon. Il y a eu des créations d'artothèques publiques jusqu'au début des années 2000. Donc en fait, le système n'est pas clos et il viendra encore sans doute des créations d'artothèques. Donc quand une artothèque s'ouvre, en fait, elle fait des choix d'orientation. Mulhouse n'a choisi que de soutenir l'estampes, quand d'autres lieux ont essayé de reconfigurer leur identité pour essayer de se distinguer dans leur territoire. Et je pense ici à Vitré ou Angers qui ont fait le choix de la photographie, alors qu'à l'origine, seulement 20% des collections étaient consacrées à la photographie. Aujourd'hui, Vitré, c'est quasiment 100% des achats qui sont orientés sur la photographie, depuis que Lamarche Vadel avait été invité à être conseiller artistique dans cet établissement. Donc, ils ont une véritable identité autour de la photographie. En région, c'est le lieu où la photographie contemporaine est le plus riche, en fait. Donc, Angers, c'est un peu la même chose, même si l'estampe et le dessin font partie encore des acquisitions de cet établissement. La photographie, depuis les années 90, est devenue l'ADN du lieu. Et puis, moi, ce qui m'a intéressée aussi dans ma recherche, c'est comment, en fait, il se constitue une sorte d'écosystème pour permettre d'acquérir des œuvres, en fait. Donc, on voit bien qu'ils vont faire appel à un système marchand classique, c'est-à-dire les galeries, les ateliers qui peuvent, en tant qu'imprimeurs-fabricants, vendre directement les œuvres pour les collections. Mais sinon, ils ont une autre façon de faire collection, c'est d'éditer en propre des œuvres, d'éditer des jeunes artistes. Ici, c'est une artiste du territoire qui a bénéficié du soutien de la bibliothèque Artothèque de Mulhouse pour éditer en 88 avec dans les papiers est marqué un grand éditeur parisien qui est Michael Woolworth, qui est assez connu du monde de l'édition, pour réaliser pour la première fois de sa carrière une lithographie. Donc l'objectif, c'est aussi d'inviter les artistes à se saisir d'un médium qu'ils ne connaissent pas pour essayer de soutenir la production des œuvres, mais aussi de les inviter à renouveler leurs pratiques. Et puis, c'est quelque chose qui existe encore, je vous ai mis ici Caen, qui produit toujours des sérigraphies ou des éditions avec les artistes qu'ils exposent, puisque c'est un lieu de centre d'art, en fait. Caen, il y a une pratique à la fois de la résidence, de l'exposition, de l'édition, de la collection mise en prêt. Et puis, aujourd'hui, comment aussi enrichir les collections par le partenariat. On a parlé de notre partenaire qui est l'ADRA, l'Association de développement et de recherche sur les artothèques, qui, en partenariat avec le CNAP,
donc le Centre national des arts plastiques, réalise depuis 2018 une édition d'œuvres d'art imprimées. Donc il y a eu plusieurs éditions, je vous ai mis la dernière qui a eu lieu en 2023 et qui, là pendant 1 an, sera exposée dans chaque artothèque, puisque la commande publique réalisée en partenariat bénéficie aux 35 artothèques du réseau de l'ADRA. Ce sont 35 dans leur réseau, alors qu'il y a à peu près 50 artothèques en France identifiées. Donc toutes ne font pas partie du réseau, mais une grande partie le sont et bénéficient du coup indirectement du soutien du ministère de la Culture pour encore faire collection. Donc voilà, c'était un peu les éléments que je voulais mettre en évidence avant de vous parler peut-être de la base de données et peut-être de faire un point avec toi sur des éléments qui nous semblaient essentiels de mettre en lumière. Voilà. Parce que Juliette vous a là parlé de l'artothèque comme si c'était une évidence. Mais ce qu'elle vient de vous dire, c'est quelque chose qui, il y a 3 ans, on était incapable de vous dire. Puisqu'en réalité, si les artothèques sont identifiées par leur public, un public qui est relativement fidèle, qui s'y rend régulièrement et depuis les années 80, par quelques professionnels de l'art contemporain, par des éditeurs, des imprimeurs, des galeristes, l'établissement, en revanche, est encore en fait assez mal repéré par le grand public. Si vous êtes dans la région parisienne, il n'y a plus d'artothèque en région parisienne. Il y en avait une à Évry, mais elle a fermé, par exemple. Et puis, si vous êtes dans la région Grand Est, eh bien, il n'y en avait pas jusqu'à très récemment. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes ne connaissent pas cette institution et qu'elle a aussi, pendant un temps, été un peu oubliée de la tutelle centrale. En 86, les financements s'arrêtent. En 89, on a la première commande publique autour de le bicentenaire de la Révolution française, mais on n'a plus de soutien aussi direct qu'avant. Là, les choses sont apparemment en train de changer, mais on verra si les choses se mettent vraiment en place. Et donc, on a des collections qui ne sont pas connues dans la réalité, qui restent ignorées de l'histoire de l'art. Et quand on a débuté nos recherches, en fait, on n'a pu que faire le constat de l'absence de toute synthèse historique ou de toute étude critique sur les artothèques ou sur les collections des artothèques. Il n'existe rien en histoire de l'art, c'est bien simple. Nous n'avons aucune donnée. Il y a une estimation d'à peu près 70 000 œuvres conservées dans les artothèques publiques françaises. Il n'y a pas d'inventaire national de cette collection. Et même quand il y a des inventaires, en fait, il s'agit de catalogues de bibliothèques, donc en fait, elles sont noyées dans un ensemble d'informations qui relèvent des autres services de la bibliothèque. Voilà. Donc il faut vraiment faire des recherches, et puis on ne peut pas interroger les collections, en fait. Et donc on a aucune étude de fond, on a une mission de soutien des artothèques à la création contemporaine, et on n'a aucune étude sur cet éventuel soutien. Il y avait aucun outil donc, pour connaître les collections, ce qui nous a fait constater en fait, qu'on était confronté à un impensé de l'histoire de l'art. Les historiens de l'art ne connaissent pas les artothèques. Et c'est un constat qui est assez terrible. On connaît les FRAC, on a commencé à étudier les FRAC, mais les artothèques, dans ces grandes créations des années Lang et des années 80, du développement culturel et de l'ouverture de la culture au plus grand nombre, on est face à une institution qui est totalement méconnue. Il y a des études qui ont été réalisées depuis les années 80, mais essentiellement en fait par des sociologues ou quelques historiens de l'art, et toujours dans une optique de réflexion autour de l'économie de la culture et de l'étude des publics. C'est-à-dire qu'on a des rapports qui ont été commandés par le ministère, mais toujours par rapport à l'impact sur la démocratisation culturelle, mais jamais sur ce qui était collectionné, sur ce qui était acheté, sur la façon dont les institutions s'étaient développées. Ils se sont intéressés aux usagers, aux pratiques d'emprunt, à la place de ces établissements au sein des dispositifs de démocratisation culturelle, mais les collections ne sont pas étudiées, n'ont pas été étudiées. De même, toute l'histoire de ces institutions dans les ouvrages consacrés à l'histoire des politiques culturelles des années 80 ne sont pas traités. Si vous regardez les grandes monographies qui ont été publiées sur les années Lang, même Claude Mollard, qui est un des acteurs de ces années, qui a publié un ouvrage de souvenirs, il y a 1 ligne et demie sur les artothèques. Voilà. Donc on a ce constat, on a cette impensée, des études
ciblé sur les publics emprunteurs, qui aborde les collections des artothèques en fait juste comme une donnée chiffrée. Oui, il y a 1500 œuvres à Angers, et qu'est-ce qu'on sait de plus? Quelles sont les œuvres? Ben, ça, on ne le sait pas. Donc, qu'un prisme statistique, des œuvres qui sont dans des catalogues d'emprunt, le nombre de fois où ces œuvres ont été empruntées, mais est-ce qu'on interroge dans une perspective historique, critique historique, ces œuvres et ces artistes? Ben, jusqu'à présent, on ne l'a jamais fait. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de questions qu'on s'est posées quand on a lancé le projet. Combien d'artothèques ont été créées depuis 1982 ? Ben, on était incapable de répondre à cette question. Comment ces artothèques ont été intégrées dans le milieu institutionnel artistique français? On ne pouvait pas répondre. Combien d'œuvres les artothèques publiques ont acquises? On a une estimation maintenant. À la fin du projet, on espère avoir un chiffre vraiment beaucoup plus solide. Mais jusque-là, on ne le savait pas. Que sont devenues les collections des artothèques fermées? Vous avez vu des photos, donc on est en train de répertorier ces éléments, mais pour certaines, on ne savait pas où étaient passées les collections. Et donc c'est à force de chercher qu'on a fini par découvrir qu'il n'y a pas eu de dispersion des collections, elles ont été généralement déposées dans une institution locale. Montpellier, par exemple, la collection de l'artothèque est au musée, maintenant, au musée Fabre. Pareil, sur quels critères se sont fondés les directeurs ou les directrices d'artothèques dans leur politique d'acquisition? Est-ce qu'ils ont mis en place des comités d'acquisition ou est-ce que c'est uniquement sur leur bon vouloir? Tout ça, ça n'a pas été étudié. Cette double tutelle, vous savez, entre les artistes nés des listes du ministère et les artistes régionaux, mais qu'est-ce que ça donne en termes de statistiques? On a plus d'artistes régionaux, plus d'artistes nationaux. Aucune réponse. Quelle est la proportion des artistes femmes dans les collections des artothèques? On était là encore incapable d'y répondre. On vous a dit de l'estampe, la photo, mais est-ce qu'on a beaucoup de lithographie? Est-ce qu'on a de la xylographie? Est-ce qu'on a quel type de photographie? Quel type de tirage? Tout ça, c'est totalement inconnu encore. La proportion d'œuvres achetées aux galeries, aux imprimeurs, aux éditeurs ou aux artistes eux-mêmes, on ne le sait pas. Et aussi quels ont été les effets de cette politique d'acquisition de ces établissements sur l'économie de l'œuvre multiple en France. L'idée, c'était de soutenir les ateliers, de soutenir la création. Est-ce qu'effectivement, ça a fonctionné ou pas pour ces maisons, ces galeristes et ces éditeurs? Quel rôle a pu exister pour les conseillers artistiques ou les conseillers artistiques de Drac, les collectionneurs, les critiques d'art, les représentants de musées dans la sélection des œuvres? Toutes ces questions-là, en fait, n'ont jamais été abordées. Et donc, la réalité, c'est qu'on se rend compte que les artistes, les œuvres, sont les grands absents de notre connaissance des artothèques, alors que c'est le fondement même de la création de ces artothèques. Et donc, l'objectif du projet, c'est de s'intéresser au rôle des artothèques sur les politiques culturelles, sur le marché de l'art, sur les carrières artistiques, d'avoir une vision globale de ces collections et de réussir aussi à en estimer la qualité et la valeur, parce que quand on a commencé à s'interroger à ce projet, quand Juliette a commencé à en parler, la majorité des gens disaient non mais les artothèques, prêter des œuvres, il n'y a personne d'intéressant, les artothèques c'est que des petits artistes régionaux, on ne va pas prêter des œuvres d'un artiste par exemple comme Richard Serra et vous n'allez pas pouvoir partir et la mettre sur votre mur. Eh bien si, dans les artothèques françaises, il y a des Richard Serra. En l'occurrence, dans les artothèques françaises, vous avez des Alechinsky, des Dieter Appelt, des Lévis Blatz, des Sonia Delaunay, des Valérie Jouve, des Barbara Kruger, des Sol Lewitt, des Roy Lichtenstein, des François Morlaix, des Joanne Mitchell, des Françoise Petrovitch, des Bernard Plossu, des Gerhard Richter, des Sophie Huber, des Pierre Soulages, des Claude Viala. Et tout le monde l'a oublié, sauf les usagers des artothèques et les gens qui travaillent dans ces artothèques. Et donc, en plus, ça pose, vu que c'est une création des années 80, maintenant de la question de la valeur patrimoniale de ces œuvres qui ont été achetées dans les années 80. Et quand on a acheté une œuvre dans les années 80 et de nos jours, c'est plus la même valeur et c'est plus les mêmes noms d'artistes. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir aussi que dans les artothèques, vous avez peut-être des collections qu'on n'a pas ailleurs dans les institutions publiques françaises, parce qu'on ne les a pas forcément achetées dans les années 80. Donc ça pose tout un tas de questions, et donc c'est ce constat d'un objet dont ne s'étaient pas saisis les historiens de l'art qui a fait qu'on a décidé de lancer ce projet de recherche dans l'optique de créer un ouvrage de synthèse et aussi surtout une base de données pour connaître ces collections, parce que ce n'est pas juste un catalogue dont on a besoin, mais d'un véritable outil pour pouvoir étudier ces collections, pour pouvoir interroger ces collections, pour pouvoir connaître ces lieux qui finalement sont encore totalement méconnus aujourd'hui.
Et donc l'idée, c'est de construire un outil pour l'histoire de l'art et pour les historiens de l'art aussi avec ce projet. Et donc je redonne la parole à Juliette. Donc cet outil, c'est vrai qu'on parle toujours de base de données en histoire de l'art comme étant en fait un prérequis pour obtenir les financements. Alors j'allais dire que des fois on pourrait croire que la base de données est une sorte de prétexte, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour aller documenter même pas des collections, mais des fois des correspondances. On va l'utiliser en fait à des fins qui, moi, me semblent être non pertinentes dans le sens où la base de données ne prend du sens quand les volumes à traiter sont extraordinairement importants. C'est-à-dire que là, ce que nous, on va finalement répertorier grâce à cette base de données, ça va être plus de 70 000 œuvres, ça va être peut-être 5 000 artistes, des données qui, en termes individuels, en tant que personne, on ne peut pas les cerner seuls. C'est-à-dire que l'outil informatique, là, prend tout son sens parce qu'il peut permettre de sélectionner, il peut permettre de travailler à une très grande échelle, en fait. Donc cette base de données aussi, elle est très indispensable dans le sens où il y a plusieurs artothèques avec un très grand volume de collections et entre elles ne se connaissent pas. C'est-à-dire que ça leur permet d'avoir un outil de travail pour pouvoir penser peut-être des expositions à l'échelle, par exemple, d'un artiste, à l'échelle du territoire. Comment elle a été acquis à l'échelle de l'ensemble du territoire, quelle est son œuvre dans cette institution qui pratique le prêt très facilement et donc peut travailler en réseau, en fait, pour constituer des événements. Donc cet outil, il est utile pour l'historien d'art parce que ce n'est pas une base de données qui ressemblerait à un catalogue d'emprunts. C'est une base de données qui permet de poser des questions. Donc, comment on l'a constitué ? Le premier outil dont on a besoin pour constituer une base de données qui est la nôtre, c'est-à-dire qui va rendre compte des collections, il faut les inventaires, les registres. C'est là où se trouve l'information sur la collection. Son titre, son auteur, ses dimensions, à qui elle a été achetée, à combien elle a été achetée, quelle place elle a dans la collection, si c'est la première en 83 ou si c'est la 150e en 88, on peut voir aussi une sorte de chronologie des acquisitions. Ça donne une sorte de vision de la place acquise par un artiste au fil du temps dans cette collection, mais aussi le moment où il intègre la collection. Je sais que les FRAC s'interrogent beaucoup aujourd'hui sur tel artiste a été pour la première fois acheté en France, à quel endroit, dans quel FRAC, etc. Donc il y a des interrogations aussi, comment on fait collection, comment les artistes intègrent une collection publique. Donc en fait, ces données, elles sont dans ces inventaires. Donc il faut les répertorier. Donc vous voyez qu'on a plusieurs types d'inventaires, papier. J'allais dire c'est presque le meilleur, c'est ça qui est dingue, et de l'XL. L'XL, en fait, il est facile de l'utiliser quand il a été fait, non pas en fonction d'un numéro d'emprunt, mais un numéro d'entrée dans la collection, c'est-à-dire que l'œuvre est entrée une à une dans la collection, et donc finalement on va voir comme un registre papier. Si on le fait en numéro de prêt, généralement c'est fait par auteur, et donc là on n'a plus l'entrée dans la collection telle qu'elle a été constituée. Et c'est pour ça que le registre papier il est très bien, parce qu'en fait on ne peut pas faire de fraude. C'est comme un registre de galerie en fait, ou d'antiquaire. En fait, s'il est barré, c'est qu'il a existé, et donc là l'Excel, en fait, les œuvres manquantes peuvent être supprimées de l'inventaire sans qu'on s'en rende compte. Alors que le registre papier, il a cet intérêt d'être infalsifiable presque, sinon il faudrait le détruire. Enfin, bon, donc en tout cas, c'est quelque chose qui a l'air très archaïque, mais qui est la meilleure des données. Donc à partir des informations qu'on avait dans ces inventaires, je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est très technique en fait, on a réalisé une modélisation des données. Alors quelles sont les données prioritaires qui nous intéressent en tant qu'historien d'art, historien de la culture, économiste de l'art? Ça va être des catégories, c'est-à-dire l'œuvre, l'artiste, celui qui permet de le produire, comme l'imprimeur fabricant, l'éditeur, le galeriste, l'artothèque, l'artothécaire qui est responsable de l'achat. Donc tout ça, ça va former dans notre base de données des collections. Donc on a une collection par information déterminante dans l'inventaire. Après chaque collection, qui s'appelle comme ça dans la base de données, l'artiste, il y a plein d'éléments qui constituent en fait sa description. Et chaque collection a une description. Donc ce sont tous les éléments en jaune qui viennent comme ça en arborescence de l'élément en vert. C'est écrit en tout petit, mais voilà, c'est là, l'élément en vert, c'est la collection. Et autour, il y a une foule d'informations qu'on va chercher dans les inventaires et sinon
en fait, sur Internet, dans la data BNF ou IDRF, qui renseigne notamment la nationalité des artistes, leur date de vie et de mort, la nationalité, savoir s'ils sont photographes, peintres, etc. Donc des renseignements qui viennent documenter chaque catégorie. L'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle des modèles de ressources, c'est-à-dire que chaque fiche a un ensemble de critères d'information qu'il faudra renseigner. Donc l'objectif, et c'est Invisu qui nous a réalisé le modèle, c'est de créer en fait ce qu'on appelle des libellés. C'est-à-dire des libellés, chaque libellé va constituer, vous allez le comprendre, des catégories à remplir. Le libellé éditeur, je vais mettre à partir de mon fichier éditeur l'information dans la fiche œuvre ici que je vous ai sélectionnée. À la fin, ça fait ça en fait. Voilà une fiche œuvre, un sans titre. Alors je suis obligée parce que moi je vois vraiment rien. Vous voyez, donc c'est une fiche œuvre qui va renseigner un artiste, un titre, une année de réalisation, des techniques, des dimensions, des supports, le lieu d'acquisition, l'éditeur, mais aussi à qui on a acheté, l'information financière, les remises éventuelles, si l'œuvre est présente, si elle est manquante, si elle est passée dans une catégorie dite patrimoniale, toutes ces informations seront là. Tout ce qui est indexé en rouge avec une petite boîte, ça veut dire que ça renvoie une information dans la base de données, donc elle est cliquable et on peut aller avoir des informations sur l'éditeur, sur le marchand, sur l'établissement de collection. Aujourd'hui, on est arrivé à 2802 œuvres pour l'instant entrée. Donc, vous voyez, on est très loin des 70 000. Donc, bon, il nous faut des volontaires pour remplir cette base. Mais en tout cas, l'objectif, c'est on a voulu voir si les CSV, c'est-à-dire les importations d'informations, étaient pertinentes. Et en fait, on a un travail de nettoyage qui est énorme. Et finalement, l'entrée manuellement 1 à 1, c'est ce qui est le plus efficace. C'est ce qui est le plus pertinent sans erreur, en fait. Parce qu'en fait, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne nous vient pas en aide sur le côté fin, en fait, de l'analyse. Donc, quand on rentre la donnée, elle n'est pas forcément située au bon endroit dans la base de données. Donc, il faut nettoyer et remettre au bon endroit. Donc, l'objectif principal, je me suis mis dans la peau d'un chercheur qui viendrait utiliser la base de données pour avoir une information. Il est vrai qu'on fait souvent, en histoire de l'art, des recherches sous l'angle des artistes. Donc, j'ai choisi cette catégorie. Donc, quand on recherche dans la base de données, qui pour l'instant, il n'y a pas le site internet qui est lié à cette base de données, et ça permettra en fait d'interroger beaucoup plus finement qu'on ne peut le faire maintenant, dans la formule, on va dire, privée de travail. Donc, j'ai choisi Hartung, et on voit que cet artiste est dans notre base de données. Donc, il y a une fiche agent, qui est en fait la fiche artiste, et tout un ensemble d'informations, c'est-à-dire des fiches d'œuvres qu'il a créées. Je vous propose la fiche agent, d'où vous voyez tout ce qui peut être renseigné sur cette fiche. On sait que c'est un artiste qui travaille en individuel. On peut savoir s'il fait partie d'un collectif d'artistes, et on a renseigné ces informations-là. Quel est son genre, sa nationalité, voire ses multiples nationalités, ses dates de vie ou de mort, savoir s'il a résidé en France, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, on dit toujours que l'Artothèque est un lieu d'acquisition d'un art national. Et même, en fait, les artistes étrangers sont des résidents en France, en fait. C'est-à-dire que la France, contrairement à ce qu'on croit, après 1945, est toujours très attractive pour les artistes internationaux. On pense toujours que New York était, on va dire, l'Eldorado des artistes, mais en fait, on s'est rendu compte qu'en Europe, beaucoup viennent toujours se former en France, voire y résident de façon permanente, ou sinon, en Amérique latine, le fait des dictatures provoque l'exil de beaucoup d'artistes, et la voie, on va dire, pour eux, qui semble la plus, on va dire, adaptée à leur profil politique, c'est d'aller en Europe, c'est pas d'aller aux États-Unis. Donc en fait, on a beaucoup d'artistes d'Amérique latine qui viennent s'installer en France. Donc moi, mon objectif, c'était pas de dire, en fait, il y a un art international dans ces artothèques parce qu'elles achètent à l'étranger. C'est en fait qu'il y a un art international parce qu'il y a beaucoup d'artistes internationaux qui viennent résider en France. Et c'est une grande, on va dire, qualité de cette base de données, ça va être de renseigner finement, savoir si c'est un artiste qui a été acheté parce qu'il a une aura internationale, ce qui est beaucoup plus le cas aujourd'hui, ou si dans les années 80, en fait, il avait fait le choix de la France. Après, les spécificités de ces artistes, et puis on renvoie vers des informations que nous récupérons dans les archives, c'est-à-dire la liste du CNAP en 82 précise qu'Hartung est un artiste à prioriser dans les achats des artothèques, et donc on a l'information avec le document d'archives qui est lié à la fiche.
Et puis ensuite, ce sont les informations qui nous permettent, notre base de données, d'être moissonnée par les autres moteurs de recherche. C'est-à-dire que quand on va chercher dans la data BNF Hartung, finalement, nous aussi, on sera renseigné grâce à la data BNF. Et donc, dans les recherches Google, on va apparaître comme une information prioritaire, c'est-à-dire fiable, renseignée grâce aux éléments trouvés dans la data BNF. Et puis donc on revient à la fiche Hartung et aux ressources liées à cette fiche Hartung. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont ici listées. Voilà une œuvre d'Hartung, la L28. Je l'ai prise parce qu'en fait, elle fait partie de la collection de l'Artothèque de Toulouse qui a fermé. Et nous, on cherchait à savoir où était cette collection. Le hasard a fait qu'on a trouvé, grâce à Internet et à Vidéomuséum, qui travaille sur les œuvres et les collections, que cette œuvre, et grâce au lien que nous avons mis à l'intérieur de sa fiche, était, ainsi que toute la collection, au FRAC Occitanie désormais. Donc c'est-à-dire que Toulouse a décidé de verser en dépôt la collection. C'est bien un dépôt, c'est-à-dire que Toulouse en est toujours propriétaire, à titre d'une œuvre municipale, est toujours propriétaire de cette œuvre et pourrait la récupérer. J'ai fait la même chose pour Soulage, juste pour vous indiquer quelque chose d'important, c'est qu'à travers Soulage et ce cas, je vous ai pris la lithographie 10, on voit qu'elle a été achetée par la galerie La Une, à la galerie La Une, par l'Artothèque du musée Paul Digny. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers toutes ces ressources, on peut voir que la galerie La Une est un pourvoyeur d'œuvres pour les artothèques, c'est-à-dire elle devient un interlocuteur essentiel. C'est-à-dire que pour l'instant, on a rentré 1200 œuvres, il y en a 146 qui ont été achetées à La Une. C'est-à-dire que ça va être un interlocuteur très important et nous, notre objectif à partir de cette information, c'est de se dire on va cibler les galeries dont on va chercher les archives pour documenter aussi les relations potentielles avec des établissements. Donc l'objectif de cette base de données, c'est de multiplier les chantiers possibles de recherche autour des galeries, autour de finalement aussi le système marchand qu'elles ont mis en place, avec quels artistes. On a tout le catalogue des artistes de ces galeries à travers cette base de données. On peut faire des recherches ciblées, j'en ai mis quelques-unes, on parle toujours des artistes femmes, donc le féminin c'est lié au genre, donc genre féminin, masculin, binaire, c'est ce qu'on a choisi. Et on peut voir aujourd'hui que sur les 4384 noms d'artistes répertoriés, il y a 1227 femmes artistes référencées. Donc ce qui est une proportion relativement, on va dire, représentative des collections d'art contemporain dans les institutions publiques françaises. On a fait la même chose sur des nationalités qui nous semblaient aussi pertinentes dans le cadre de recherche sur l'estampes notamment, puisque les Japonais viennent régulièrement en France pour travailler avec les éditeurs, les imprimeurs. Donc on a vu qu'il y avait, alors là j'arrive pas à lire, 58 artistes de nationalité japonaise, et comme on est ici l'année du Mexique, on a fait la même chose pour les Mexicains qui sont moins nombreux que les Japonais. 15 artistes. Voilà, pour l'instant, 15 artistes mexicains, peut-être qu'il y en aura d'autres. On peut chercher aussi des recherches dites croisées. C'est-à-dire que, par exemple, sur Soulage, on a 43 œuvres. On peut voir que si on réduit la jauge à savoir en 86 qu'est-ce que les artothèques ont acheté, on peut avoir le nombre d'œuvres achetées par les artothèques qui ont été rentrées. Pour l'instant, on va dire on n'a pas des résultats pertinents parce qu'on n'a pas assez d'œuvres dans la collection. Mais on peut déjà voir des moyennes d'achat et à qui, en fait, ça a été acheté. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire des éléments, des recherches ciblées avec des informations à la fois quantitatives et qualitatives sur ces collections. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura un site internet qui documentera les établissements un à un et qui renverra sur chaque collection, qui donnera en fait accès à la base de données collection Artothèque. Et si le pendant numérique est important, c'est aussi important de publier des livres, parce que le livre est toujours important pour les historiens et les historiens de l'art. Et donc, ce livre, ce sera l'objet, ça nous permettra de faire un certain nombre de constatations. La richesse du fonds qui est conservé dans les artothèques publiques, c'est aussi la possibilité de réfléchir à une histoire nationale, mais aussi territoriale de ces artothèques.
Ça permettra d'interroger les réflexions et les volontés présentes au sein du ministère de la Culture sur les enjeux de développement culturel. Ça permettra aussi d'interroger des cas d'études particuliers. Et tout ce réseau grenoblois, on vous a dit que Grenoble était important, mais ces gens de Grenoble, en fait, on les retrouve au ministère de la Culture à partir de 1982. C'est-à-dire que les gens qui ont développé l'Artothèque de Grenoble, des gens comme Bernard Hillman, comme Dominique Vallon, comme Cécile Guittard, comme Lionel Lecomte, deviennent acteurs du ministère de la Culture pour le développement des artothèques à l'échelle nationale. C'est aussi, bien entendu, des directions du ministère qu'on connaît mal, comme la direction du développement culturel, qu'on n'a encore jamais réellement étudiée et qui est vraiment la cheville ouvrière de ce développement des artothèques. Et puis, c'est les grandes questions de l'histoire de l'art, c'est cette question du soutien à la création, souhaitée lors de la création des artothèques, la question du soutien à l'estampes contemporaines, et du développement d'une incroyable aussi collection photographique à l'échelle du territoire, qui sont des points qui seront majeurs dans le cadre de l'ouvrage. Et je vais très vite, donc c'est un ouvrage qui se voudra transdisciplinaire, qui inscrira ces établissements et leurs collections dans une histoire des institutions culturelles françaises. Et on souhaite que ça sensibilise aussi à la question de l'avenir de ces artothèques, à un moment de commémoration de leur création. Les artothèques ont 40 ans. Voilà, et chaque année, on a de nouvelles artothèques qui fêtent leurs 40 ans. Et la question, c'est la labellisation de leurs collections, puisque ces collections n'ont pas un statut national encore jusqu'à présent. Donc, quel avenir pour ces collections et comment le ministère va interroger ces collections dans l'avenir. Donc, l'idée du projet de recherche, de la base de données de l'ouvrage, c'est aussi de donner une visibilité à ces collections pour que la tutelle s'interroge sur le statut à venir de ces collections et qu'on puisse, comme ça, faire référence finalement grâce à cet ouvrage. Et donc, c'est la période des commémorations et l'Artothèque d'Angers donc fête ses 40 ans. Il y a une exposition en ce moment à Angers. Et si tout ça vous intéresse, alors on va poser des questions, mais je pense dehors parce qu'on n'a plus de temps. Mais surtout aussi parce que l'intérêt, c'est qu'on a un blog de recherche sur lequel vous pouvez aller si vous voulez aussi voir tout ce que le projet fait régulièrement. En fait, de nos missions, on a toute une section visite en archives, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dans un établissement, c'est aussi pour le remercier de nous avoir accueillis. On choisit une archive qui nous semble intéressante pour rendre compte de justement leur histoire et on en fait cas sur le carnet de recherche. Après, il y a aussi nos partenaires. On essaie de faire aussi une sorte de veille sur l'actualité du multiple dans toutes ses variétés et aussi de rendre compte de la publicité qui est faite autour des artothèques et notamment le Journal des Arts qui a publié en avril dernier une double page sur les artothèques soulignant leurs actions et leurs missions. Et vous y retrouverez à la fois des témoignages des artothécaires, mais aussi du ministère à travers la prise de parole de Béatrice Salmon. Donc, ce sont des informations que nous voulons rendre publiques et pour créer une grande communauté, car aujourd'hui, en abordant ce sujet, on s'est aussi rendu compte que la recherche sur les estampes contemporaines était complètement abandonnée en France. Il n'y a plus beaucoup d'historiens d'art qui s'intéressent à cette estampe contemporaine, c'est-à-dire celle qui est produite après la Seconde Guerre mondiale, alors même que, vous le voyez, beaucoup de productions, les artistes, eux, par contre, n'ont pas délaissé le domaine. Donc, l'objectif, c'est aussi de susciter des vocations sur cette création. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup pour cette présentation passionnante pour ce projet si important. Si vous avez des questions, il faut absolument parler dans le micro pour la captation audio. Je peux faire circuler le micro si vous n'avez pas de questions. Il y a un sujet qui va avec votre sujet et qui est encore plus complexe, c'est que si on parle par exemple des photos, il y a sans doute une histoire des sujets justement. C'est-à-dire vous savez, il y a eu une enquête, comme une datar à une période où on a pris en photo la France. Donc dans la catégorie paysage, il y a sans doute, je sais pas, plus de villes, ça devient une entrée qui est absolument passionnante parce qu'entre 82 et 92, pour faire une décennie, on doit voir des choses qu'on n'a pas forcément prises en photo, ou peu. Je ne sais pas exactement quelle est votre question par rapport à ce sujet. C'est que la base permettra aussi de voir finalement ce qu'il y a pu, les recherches thématiques. Oui. Alors nous, on n'indexe pas les œuvres en fonction de leur thématique et ça, c'est vrai qu'on l'a mis comme un critère puisqu'il est interprétatif. Alors on pourrait peut-être le faire. La seule chose, c'est qu'on a beaucoup d'art abstrait. Donc dans cette dimension-là, ça crée des complications en termes de, on va dire, de
de référencement. Donc on n'a pas choisi de mettre sous chaque œuvre une sorte de catégorisation comme pourrait le faire une bibliothèque, parce qu'elles nous l'ont demandé en fait, les artothèques, si on pouvait mettre portrait, paysage, nature morte. Et on s'est dit que c'était pas forcément le cœur de cible de notre recherche scientifique. Mais effectivement... Oui, dites-nous. Je vais vous dire pourquoi. En fait, j'habite Évry et donc je Oui. connais bien l'Artothèque. Oui. Et par exemple, c'est une ville nouvelle Oui. et on a invité Robert Doisneau, qui n'est pas très associé aux villes nouvelles, à prendre en photo la ville nouvelle. Oui. Et donc on a un choc des esthétiques entre un photographe plutôt allé des années 50 qui regarde la ville de 82 et c'est très très étonnant. Mais le fond nous intéresse en fait. On a contacté Évry. Ils nous ont dit aussi que l'acquisition de la collection s'était interrompue dans les années 90. Donc l'objectif aussi, c'est de comprendre ce qui nous donne une bonne vision aussi de ce qu'on peut acquérir en artothèque dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Ça rend compte de ça en fait, ces établissements aussi. Donc je sais qu'à Évry, il n'y a que de la photographie. Ça a été un choix de leur part dans l'artothèque. C'est ce que nous a dit actuellement la personne qui est en charge la collection sans pouvoir la mettre en prêt. Donc sans doute il y a des trésors à trouver dans cette collection. Ce que je n'ai peut-être pas dit non plus, c'est que les artothèques ont un budget limité en termes d'acquisition, donc leur choix d'œuvres est aussi lié à cette limite. Et par exemple pour la photographie contemporaine, ça leur a posé problème puisque très vite la photographie rentre dans le champ de l'art contemporain comme l'école de Düsseldorf qui est inaccessible en termes de budget. Donc comment on déjoue ce genre de problématique et qu'est-ce que ça rend compte sur la collection? Comment la collection est finalement est le reflet de c'est possible, hein. Ça aussi, ça nous intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ben, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Merci. Parce que je suis évro-maniaque. Alors, je vais vous dire pourquoi, c'est que j'étais déjà à Évry dans les années 80. J'ai bien connu le type qui l'a géré et j'ai récupéré des catalogues à lui qui partaient à la poubelle, des inventaires, que j'ai toujours. Et je peux vous raconter comment l'aglo qui ne vous répond pas a maltraité cette collection, c'est-à-dire qu'elle est... je pense qu'il y en a dans des bureaux, enfin il y en a dans des bureaux... Ah merci. J'ai fini par l'avoir au téléphone. Oui. Des rebonds de téléphone au téléphone. Et en fait, elle a expliqué qu'à un moment, ils avaient pensé à la remettre et qu'ils ont été confrontés, ils ont À des droits, oui, c'est ça. Et là, la DGP leur dit Oui. ils ont tout arrêté. En fait, il y a eu un peu de... Il faudrait qu'on parle plus longtemps, mais il y a de la gravure. Parce qu'à un moment donné, il y a un graveur sur bois qui est très célèbre, qui va venir vivre dans des ateliers d'artistes et qui va créer un bois pluriel, c'est-à-dire un festival de gravure. Donc il va y avoir plein de gravures. Voilà. Elle m'a dit qu'il y avait... C'est parce qu'elle y connaît rien. Parce qu'on est entre vieux, alors En fait, cette collection a failli disparaître. Et l'association à laquelle j'appartenais a failli la récupérer. Et puis la directrice suivante l'a récupérée aussi. En se disant qu'on pouvait faire un inventaire. Et il y a un deuxième inventaire qui a été fait, mais qui sera croisé avec le précédent.